Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Al24 News dans votre numéro, au 4e numéro de Face à Zeribi, votre rendez-vous du samedi soir. Notre éditorialiste durant cette émission donc décrypte et analyse l'actualité comme toutes les semaines. Karim Zeribi, bonsoir. Bonsoir Samia. Bonsoir. Et c'est toujours un plaisir de retrouver et de partager ce plateau avec Riyad Belkhadi. Bonsoir Riyad. Bonsoir Samira, bonsoir Karim. Alors vous êtes prêts encore à une rafale de questions pendant un peu moins d'une heure? C'est toujours un plaisir. Alors on y va. Très bien. Alors comme chaque samedi, 3 grands sujets d'actualité et un fait marquant, Karim Zeribi. On vous entendra là-dessus tout à l'heure. C'est un sujet très intéressant et très passionnant. Nous commencerons avec l'Algérie et sa trajectoire économique ambitieuse, portée par la valorisation du Made in Algeria, la diversification des secteurs productifs et une volonté claire de rayonnement régional. Et puis on ira en France pour parler d'un sujet brûlant qui est d'habitude un étendard de la démocratie en France, la liberté d'expression. Quel est l'état de la liberté d'expression en France? On va parler d'une humoriste qui subit le courroux des médias français, c'est la pauvre Blanche Gardin, on en parlera. Et puis on parlera également de l'engagement qu'elle a pour la cause palestinienne et puis des travaux récents d'une commission, et je mets de gros guillemets, des commissions d'enquête parlementaires. Ensuite, nous allons parler du 3e sujet qui concerne cette fois l'usage de l'expression civilisation judéo-chrétienne dans le débat politico-médiatique français, Karim Zeribi, souvent opposé à l'islam, et ce que cela révèle de la place accordée aux musulmans en Europe aujourd'hui. Très bien, joli programme. Et c'est pas fini, on va finir avec le fait marquant de la semaine. Il s'est passé en Australie, à Sydney, avec une attaque terroriste. Et surtout, ce qui nous intéresse ce soir, c'est cet acte de bravoure signé d'un musulman qui a été montré par certains, invisibilisé par d'autres. C'est devenu une habitude aujourd'hui dans le monde. On va en parler. Tout à fait. D'ailleurs, nous commencerons ce numéro avec le premier sujet concernant l'Algérie, qui aujourd'hui semble, Karim Zeribi, engagée dans une phase nouvelle de son développement, une phase marquée par une vision plus structurée, une affirmation économique plus assumée, une ambition régionale clairement affichée. C'est cette d'ailleurs trajectoire que nous allons analyser ensemble. Donc Karim Zeribi, comme je l'ai dit, l'Algérie a entrepris une diversification économique sans précédent, au-delà des chiffres et des secteurs également. Comment cette transformation reflète-t-elle aujourd'hui la vision stratégique du pays pour s'affirmer comme puissance régionale dans la décennie à venir? C'est un sujet très intéressant que celui que vous avez choisi pour ouvrir notre 3e ou 4e numéro, parce qu'il est structurant pour l'Algérie d'aujourd'hui, mais surtout l'Algérie de demain. C'est une transformation totale du modèle économique algérien qui est en œuvre depuis 6 ans maintenant, l'arrivée du président Tebboune en 2019, avec les différents gouvernements qui se sont succédés et qui ont enclenché une transformation du modèle économique algérien autour de 3 grands axes. Moins importer, plus produire, mieux exporter. Donc sont en œuvre depuis 6 ans maintenant. Alors, une économie ne se transforme pas avec un claquement de doigts, que les choses soient claires. Une économie, c'est un long processus qui doit permettre, je dirais, d'investir sur le plan logistique, de faire évoluer des mentalités, de mobiliser une administration. Et autour de ce triptyque, on voit l'économie algérienne se transformer. Il y a des chiffres qui attestent cette transformation, soyons clairs. Ce n'est pas simplement une incantation, je dirais, politique. La Banque mondiale donne des chiffres régulièrement sur l'Algérie. Nous avions une inflation galopante il y a quelques années. Aujourd'hui, l'inflation tend à se tasser. On sera à 1,5, allez, maximum 1,8, 2% d'inflation en Algérie. Ça veut dire que c'est bon pour le panier des consommateurs algériens. Cette inflation qui est en baisse. Elle était, je le rappelle, de 4 à 5 points, donc il y a encore 18 à 24 mois. Il y a une croissance en Algérie aujourd'hui, une croissance qui se situe autour de 3,5-4%, une croissance qui indique aussi une santé économique. Il y a des démarches qui ont été engagées pour alléger la suradministration algérienne dont on sait qu'elle est un obstacle à l'entrepreneuriat, à l'investissement. Il y a une diversification aujourd'hui en matière de production en Algérie. Et là aussi, les chiffres l'attestent. L'Algérie, aujourd'hui, produit de l'électroménager, produit sur le plan agricole,
et agroalimentaire, produit sur le plan industriel. Le ciment, aujourd'hui, est produit en Algérie de manière massive. Et d'ailleurs, on exporte du ciment aujourd'hui algérien. Donc, il y a cette transformation qui est en marche. Cette transformation, que les choses soient claires, elle ne peut pas se faire sans quelques soubresauts, à un moment donné, donc, qui marquent parfois des difficultés dans la transformation économique d'un pays. Mais, je dirais, force est de constater qu'il y a eu de la constance dans les choix du président de la République et des gouvernements qui sont succédés. Et les chiffres, les indicateurs commencent à démontrer que cela paye. Cela paye parce qu'il y a un Made in Algeria qui commence à se diffuser et à s'exporter. Et ça, c'est très positif pour l'économie algérienne. Et c'est aussi des perspectives d'avenir pour la jeunesse algérienne en matière d'emploi. Ça me permet la prochaine question, justement. La foire des produits algériens a permis de mettre en lumière le savoir-faire algérien, le savoir-faire des entreprises algériennes. Quels enseignements vous pouvez tirer de cet événement qui est la foire de la production nationale et ce Made in Algeria dont vous venez de parler, le rôle symbolique qu'il peut avoir et le rôle qu'il joue dans la souveraineté nationale? Les enseignements, ils sont très clairs. On parle souvent du continent africain, qui est un continent très riche en matière de sol, de sous-sol, de potentialités agricoles, et qui représente aujourd'hui un des continents les plus riches de la planète. L'Algérie est l'incarnation de ce continent. L'Algérie a un potentiel de richesse naturelle inouï. Et l'Algérie a aussi un potentiel en ressources humaines. Sa jeunesse algérienne, ses entrepreneurs algériens. Et aujourd'hui, ce que vous évoquez là, à travers cette foire qui met en avant les produits algériens, démontre de la capacité algérienne à produire algérien. Et là, il y a un changement de paradigme. L'Algérie importait quasiment tous ses besoins de consommation. Elle importe encore beaucoup trop. Du point de vue de tous les économistes. Et je suis convaincu du point de vue du président de la République qui rappelle souvent qu'il faut accélérer le processus de transformation économique qu'il a engagé depuis 2019. Et cette accélération démontre qu'en Algérie, on est capable de produire de la qualité. De la qualité non seulement pour les Algériens, être dans une forme d'autosuffisance alimentaire, industrielle, j'ai envie de dire des produits de la vie quotidienne, mais aussi une capacité à produire pour exporter. Exporter du côté du Sud, parce qu'on est dans des rapports aujourd'hui Sud-Sud, qu'il faut servir aussi les pays africains qui ne produisent pas, et l'Algérie est une puissance qui peut produire pour le continent africain, mais produire aussi pour le continent européen, qui est un continent, on le sait, qui se sert plutôt en Asie et qui n'est pas toujours satisfait des produits fournis par l'Asie. Donc on peut avoir une démarche de qualité en respectant des normes que l'Algérie met en œuvre pour servir les besoins des consommateurs européens. Donc on a, j'ai envie de dire, deux potentiels de consommateurs, les Africains, l'Afrique subsaharienne et les Européens. Et l'Algérie est à la croisée des chemins. Et ce hub qui peut faire de l'Algérie un pays producteur avec une jeunesse algérienne qualifiée, une jeunesse algérienne qui est capable de faire de la qualité et des chefs d'entreprise qui sont très exigeants. D'ailleurs, moi je le vois, je le vérifie à chaque fois que je vais en Algérie, pardonnez-moi. Mais là, c'est du concret. Je veux dire, les produits algériens n'ont rien à envier aux produits qui sont issus des standards européens. Certains de nos compatriotes remplissent leur sac en repartant en France. Et jadis, on venait même avec des produits agroalimentaires de France lorsque nous venions en vacances. Je vous parle de ça il y a quelques décennies, il n'y a pas si longtemps encore d'ailleurs. Et aujourd'hui, au contraire, on part d'Algérie avec des produits algériens pour revenir vers la France. Et on savait que l'Algérie produisait des dattes. Donc on a les dattes les meilleures au monde. Mais ce n'est plus seulement les dattes aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait du fromage algérien, on fait de la confiture algérienne, on fait des produits agroalimentaires de grande qualité. Donc l'Algérie démontre... De la pâte à tartiner qui est parfois victime d'algérophobie, on en parlera dans une autre émission. Certes. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'à un moment donné, quand on nous ferme la porte, on passe par la fenêtre. Et cette pâte à tartiner, elle est quand même diffusée, qu'il le veuille ou pas. Donc la réalité, c'est qu'encore une fois, il y a un potentiel aujourd'hui de production algérienne. Il faut accélérer le pas. Que les choses soient claires, que ceux qui nous écoutent ne prétendent pas que Karim Zeribi dresse un tableau idyllique. Non, il y a encore beaucoup à faire. Mais il y a... je dirais, une marche en avant qui est enclenchée, une transformation qui est en cours. Et quand vous avez un président de la République qui donne une orientation, qui porte une vision,
Le rôle de la société algérienne, dans toutes les strates de la société algérienne, c'est d'accompagner ce mouvement. Ce n'est pas d'être dans la passivité ou l'immobilisme. Donc, le président donne une vision, ensuite l'administration doit la mettre en œuvre, les ministères à l'identique, les chefs d'entreprise de la société civile doivent enclencher le pas. Donc, et on voit que petit à petit, donc, les choses commencent à se mettre en œuvre et on voit les premiers résultats au bout de 6 ans, mais c'est normal. Quand vous avez un pays qui importe quasiment à 98%, je vous rappelle quand même que depuis 2017 et 2019 notamment, donc, on a triplé l'exportation algérienne, des produits algériens, triplé. Alors, ce n'est pas encore assez, mais il y a un chiffre qui le démontre. Chiffres de la Banque mondiale. Ce n'est pas des chiffres qui émanent des ministères algériens dont on pourrait dire, oui, donc on présente les choses de la meilleure des manières. Non, c'est la Banque mondiale. Donc on peut dire qu'il y a une forme de neutralité qui démontre donc, une inflation en baisse, une croissance présente, des exportations qui augmentent, des importations qui se limitent, une production qui s'accroît. Donc le mouvement est en marche. Il faut l'accélérer. Il faut l'optimiser. Donc ça fait partie effectivement des directives répétées par le président de la République régulièrement. Vous parlez du président de la République justement, ce sera ma prochaine question. Est-ce que vous pensez que, vous parlez de cette courbe positive depuis quelques années de l'exportation nationale, c'est aussi grâce un peu au discours du président de la République qui tend à rassurer les investisseurs, cette peur d'investir qui commence petit à petit à disparaître, que ce soit pour les investisseurs locaux ou notre diaspora qui investit maintenant beaucoup en Algérie. Oui, vous avez raison de le signaler, il faut quand même se souvenir d'où l'on vient. Donc, nous venons d'une période, avant l'arrivée du président Tebboune, qui n'était pas quand même très rassurante, avec un système économique, on va dire, un peu verrouillé, donc, pour pas dire vérolé, de l'intérieur, une suradministration, parfois des comportements qui freinaient la velléité des investisseurs. Le président a voulu recréer un contexte de confiance, donc une capacité aujourd'hui à pouvoir créer une entreprise beaucoup plus facilement, avoir des administrations algériennes donc beaucoup plus digitalisées dans la manière dont elles correspondent avec les entrepreneurs. On a un accès au foncier avec l'API qui est beaucoup plus accessible, un guichet unique. On a des banques algériennes qui sont là pour prêter et soutenir les acteurs économiques. Et on a un code de l'investissement qui est plutôt favorable. Donc, quand on a ce contexte, cet écosystème économique, tout est réuni pour que des investisseurs étrangers, des entrepreneurs algériens, des membres de la diaspora puissent venir entreprendre en Algérie avec confiance. Alors, il y a encore un sujet qui est le sujet effectivement qui est plutôt monétaire, c'est la question du dinar, avec encore trop je dirais, de mouvements parallèles. Mais là, encore une fois, je pense que les choses sont mises en œuvre, les banques algériennes y travaillent, donc il y a une digitalisation, il y a un système je dirais, de paiement par carte bleue qui se démocratise aussi et qui s'accélère, ce qui va permettre de limiter je dirais, l'économie parallèle qui gangrène quand même je dirais, à la fois la balance commerciale et la monnaie algérienne. Mais les choses sont dans un mouvement qui est positif. C'est ça aussi qu'il faut souligner. Vous savez, quand on regarde pas mal de pays, notamment les pays voisins, mais pas que, même du côté de l'Europe, les économies sont en berne. Donc la confiance des entrepreneurs n'est pas au rendez-vous. Donc l'inflation, parfois, est à 2 chiffres. Donc la croissance est quasiment éteinte. Et tout ce que je viens d'évoquer là démontre le contraire pour l'Algérie. Donc il faut persévérer, faire preuve de patience et surtout mobiliser toutes les ressources humaines algériennes, que ce soit la puissance publique ou la société civile. Ce sont les messages que fait passer le président de la République régulièrement. Donc je pense qu'il y a un climat de confiance qui est plutôt favorable et positif en Algérie. Très bien, après avoir parlé, Karim, donc des avancées algériennes, intéressons-nous maintenant à la France, où les musulmans aujourd'hui font face à des doubles standards dans le débat public et médiatique. Donc avant de commencer le débat, nous allons diffuser un extrait du passage de Caroline Yadan sur Radio J, où elle évoque les conclusions de la commission d'enquête sur les liens présumés entre responsables politiques et qu'ils appellent mouvance islamiste. Je vous laisse regarder la vidéo. Alors justement, sur les liens avec l'islamisme, hier a été présenté le rapport de la commission d'enquête qui a fait beaucoup de bruit sur, je cite, les liens entre représentants de mouvements politiques,
et organisations propageant l'idéologie islamiste. Et ce rapport, il est sévère, il dénonce une proximité entre des élus insoumis et des individus ou structures relevant de l'islamisme. Je cite le rapporteur Mathieu Bloch de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti. L'engagement de LFI dans une stratégie clientéliste auprès de l'électorat musulman a pu faire de ce mouvement une cible privilégiée. Oui. Alors, j'étais vice-présidente de cette commission. J'ai d'ailleurs assisté à quasiment toutes les auditions. J'étais à Rome lorsque Mélenchon a été auditionné, malheureusement, parce que j'aurais bien voulu lui poser quelques questions. Oui, alors, ce rapport, en fait, il est nécessaire. Il est vraiment très utile parce qu'il démontre, après une quarantaine d'auditions, des services de l'État, des journalistes, des chercheurs, des journalistes d'investigation et des témoins, que oui, il y a un soutien, oui, il y a une complaisance de LFI notamment, et aussi un peu de ELV à des individus proches des mouvements islamistes. Ce rapport démontre une véritable instrumentalisation et le fait que LFI... Alors Karim Zeribi, à la lumière de cet extrait, comment analysez-vous ces accusations et leur impact sur le débat public en France et notamment vis-à-vis des musulmans ? Écoutez, je dirais l'obsession se poursuit de manière quasi permanente en France. Ils n'ont que le mot islamiste à la bouche. Ils n'ont plus le mot islam, ils n'ont plus le mot musulman, ils n'ont plus le mot laïcité. Ils ont le mot islamiste pour qualifier la communauté musulmane et pour disqualifier des adversaires politiques, en l'occurrence là, LFI. Une commission parlementaire qui fait pchit, dont il n'est rien sorti, avec des services de renseignement français qui ont été auditionnés, il faut quand même le préciser, et qui ont clairement dit qu'il n'y avait aucun lien, ni financier, ni de réseau, entre les mouvements politiques français et quelques, je dirais, réseaux islamistes que ce soit. Et là, effectivement, on a vu cette commission imploser en vol. Et là, quand on voit cet extrait, pardonnez-moi, mais on parle de proximité, on ne s'appuie sur rien, rien de factuel. Pas de faits, pas de chiffres, pas d'éléments, donc des invectives, on sème le doute. Vous savez, salissez, vous connaissez l'adage, il en restera toujours quelque chose. Donc, et voilà ce qui est en train d'être fait. Alors, ça prétend vouloir salir LFI, mais ça salit surtout la communauté musulmane, parce que ça indique qu'il n'y a pas de communauté musulmane, je dirais, digne de ce nom en France, qu'on n'a pas d'islam, je dirais, religion qui coexiste avec les principes de laïcité et les valeurs de la République, mais qu'il y a un islamisme qui serait là, rampant, et avec tous les sujets qui vont avec. Parce que derrière cette commission d'enquête parlementaire, donc, il y a tous les sujets médiatico-politiques. Donc, derrière, on enchaîne sur la proposition de Wauquiez d'interdire le ramadan aux jeunes de moins de 16 ans, la proposition de LR et de la droite extrême de l'extrême droite d'empêcher les femmes qui portent le foulard sur la voie publique, pas dans les lieux de service public, pas dans les écoles publiques, comme l'indiquent les principes. Non, sur la voie publique. Et que le voile, pas la kippa, pas les autres signes religieux. Une sœur religieuse qui porte le foulard, elle pourra circuler tranquillement. Une femme juive qui porte la perruque ou le foulard aussi, parce que le foulard, je vous rappelle quand même, c'est les trois religions monothéistes donc, qui voient des femmes porter le foulard. Ce n'est pas que les femmes musulmanes. Pour les autres, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Quand c'est une musulmane, il faut la pointer du doigt, il faut la stigmatiser, donc il faut l'humilier, il faut expliquer qu'elle n'a pas de liberté de conscience, elle ne peut pas avoir de foi. Et donc ça, je dirais, c'est un fil qu'il tire en permanence. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une commission d'enquête parlementaire, ça mobilise des moyens, du temps. Donc, alors que vous avez une France qui est surendettée, une dette abyssale, des services publics qui sont en train d'être en rupture totale. Donc, vous avez 5 millions de Français qui font une demande de logement social qui n'est pas satisfaite, parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux, 350 000 sans domicile fixe en France, dont 20 000 des enfants de moins de 12 ans, donc des violences faites aux femmes qui explosent, qui implosent. Et les violences faites aux femmes, pardonnez-moi, on ne parle pas de femmes musulmanes, hein. On parle de femmes bien installées dans la société, parfois ce sont les élites, hein, dont on tait effectivement les pratiques, mais on a 250 000 femmes maltraitées donc, chaque année en France, victimes de violences donc, faites aux femmes. Donc, vous avez un pays qui va mal.
Et quand je le dis pas, je dirais, avec plaisir. Je vis en France. Je suis français d'origine Ce algérienne. discours que vous avez, est-ce qu'il est toléré en France? Est-ce qu'on aime entendre que la France ne va pas bien en France? Il est toléré, tout dépend de l'émetteur. Si Karim Zeribi le dit, on va dire à Karim Zeribi, mais c'est l'Algérien qui parle. Retournez vivre en Algérie si vous n'êtes pas bien en France. Comme disait un certain Sarkozy, la France, aimez-la ou quittez-la, c'est un peu ça aussi? Or, je suis français. Et j'ai tout à fait le droit de porter une analyse, de décrypter, voire de critiquer la politique de la France, qui est mon pays, comme l'Algérie est mon pays. Je veux dire, et j'ai tout à fait ce droit. Et j'ai été parlementaire. J'ai été élu local. Donc on ne m'enlèvera pas cette, je dirais, possibilité, cette qualité de pouvoir dire ce que je pense. Et quand je le dis encore une fois, je ne le dis pas avec de gaieté de cœur. Je suis triste quand je parle de la situation de la France, de la montée de l'islamophobie, donc de ces sujets identitaires obsessionnels qui polluent le débat politique français. Qu'on ne parle pas de pouvoir d'achat, qu'on ne parle pas de services publics, qu'on ne parle pas d'école, qu'on ne parle pas de logement, qu'on ne parle pas de la vie des Français, quelles que soient leurs origines ou leur appartenance à une religion. Je suis triste de voir le débat politique et public français. Ça me fait de la peine, parce que je considère que la France est un grand et beau pays, qui doit porter autre chose. Quand on a des sorties, et je vous propose donc de le mettre à l'ordre du jour d'une des prochaines émissions, parce que c'est intenable, algérophobe. On a une algérophobie, je dirais, courante en France dans les médias. Des gens qui nous racontent n'importe quoi. C'est quoi? C'est un fonds de commerce électoral ou c'est vraiment un relent réel de l'extrême droite qui l'exprime un peu plus naturellement qu'il y a quelques années? Pourquoi l'algérophobie? Il y a aujourd'hui, je dirais, une obsession identitaire qui prend toute la place dans le débat politique français. Et cette obsession identitaire, elle trie les Français en fonction de leurs origines, en fonction de leur religion. Cette obsession identitaire décide d'avoir des pays ennemis sur le plan géopolitique et diplomatique. Cette obsession identitaire décrète effectivement que la France est en danger parce qu'il y aurait une religion envahissante, beaucoup trop visible, qui voit des gens se convertir. Et il est vrai que vous avez un pays, la France, qui, dans sa composition, nous indique qu'on a 50% de Français qui prétendent ne pas appartenir à une religion, ne pas pratiquer de religion, être plutôt des athéistes. C'est vrai. Et que dans les 50% restants, on a, je dirais, trois grandes franges. On a les chrétiens, catholiques et protestants, on a les juifs et on a les musulmans. Et il est vrai aussi que ce n'est pas une réalité franco-française, c'est une réalité mondiale, que l'islam gagne des adeptes, des pratiquants, des convertis. Pourquoi? Ça fait partie de la liberté individuelle. D'abord, ça fait partie de la liberté individuelle, de la liberté de culte, de la liberté de conscience. C'est tout à fait en adéquation avec les principes de laïcité. Mais ce phénomène-là, donc analysons-le. Pourquoi l'islam prend des convertis et des adeptes? Parce que c'est une belle religion. C'est une religion de paix. C'est une religion apaisante. Justice. Quand on parle de l'islam, pas quand on la travestit, comme le font aujourd'hui les éditorialistes et les politiques français, qui travestissent l'islam, qui veulent salir l'islam, et les musulmans avec, qui veulent les pointer du doigt, les essentialiser négativement, donc les stigmatiser, créer une forme de confrontation au sein de la société française, de la communauté nationale. Donc oui, cette commission d'enquête, je dirais, comme le sondage IFOP, complètement bidonné sur les musulmans, qui était commandé par des officines étrangères, il faut le dire. Vous avez en France aujourd'hui des ingérences étrangères qui viennent créer des fractures dans la communauté nationale française. Allez au bout de votre pensée. Quelle puissance étrangère manipule les opinions en France? Il a été clairement indiqué que les Émirats finançaient le sondage de l'IFOP indirectement. Il est clairement indiqué que celui qui se fait passer pour le représentant des musulmans, l'imam dont tous les musulmans ont honte, Chalgoumi, vit aux Émirats, est financé par les Émirats. Il est clairement indiqué que vous avez des puissances étrangères aujourd'hui qui créent une division dans la société française pour pouvoir profiter de ce contexte de fracturation. Mais je veux dire, c'est les services de renseignement français qui le disent.
Et vous savez, vous m'avez interrogé la semaine dernière sur un mouvement que j'ai balayé d'un revers de main, qui prétendait évoquer l'indépendance de la Kabylie. Et je vous ai dit, arrêtez, arrêtez. Je veux dire, ils sont trois chats. Je veux dire, moi, j'ai des origines kabyles. Les Kabyles sont des Algériens, ils ont contribué à l'indépendance de l'Algérie, comme les Chaouis, comme les Oranais, comme les gens de l'Est. Donc ce pays, il forme une nation qui est unie, qui est indivisible. Donc, mais qui finance ces mouvements-là? Qui finance ces mouvements de l'étranger? Toujours les mêmes, donc, pour essayer de porter atteinte à l'unité nationale, à la souveraineté de l'Algérie. Donc, mais les mêmes pays, les mêmes pays. Je veux dire, quand vous voyez que ces gens-là ont apporté un soutien donc au gouvernement génocidaire qui éradique le peuple palestinien. Mais vous pensez que ça a une quelconque proximité avec l'identité algérienne, ça? En parlant de mais cette jamais de la organisation vie. terroriste, on parle d'un financement aujourd'hui de l'entité sioniste, carrément. Mais l'entité sioniste, bien sûr, l'entité sioniste, elle est gênée. Je veux dire, elle est gênée par qui? Par des voix aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, au cours des 2 dernières années, qui ont été, je dirais, fermes, exigeantes, rigoureuses, constantes, pour rappeler l'autodétermination des peuples, et notamment du peuple palestinien, pour rappeler le refus de la colonisation, des expropriations. Bien sûr que ça ne plaît pas à Netanyahou et sa bande de criminels, Smotrich, Benvir. Donc, nous avons des criminels, là, face à nous, qui se considèrent comme le peuple élu, qui bafouent le droit international. Ces gens-là sont gênés par la voix de l'Algérie, ils sont gênés par la voix de l'Espagne, ils sont gênés par la voix de l'Afrique du Sud, ils sont gênés par la voix de l'Irlande du Nord, ils sont gênés par des voix qui n'appartiennent pas au même continent, mais qui sont des voix de la justice, des voix nobles, des voix fortes, des voix qui sont des voix en faveur de l'humanité, quelle que soit l'origine ou la confession religieuse. L'Algérie, quand elle se bat pour l'autodétermination des peuples, elle le fait où que ce soit dans le monde, sur la planète, quel que soit le peuple concerné. Ce n'est pas parce que ce sont des Palestiniens arabes, pour la majorité d'entre eux, même s'il y a des Palestiniens chrétiens, arabes chrétiens, et la majorité est musulmane. Mais l'Algérie ne le fait pas pour ça. L'Algérie le fait par un principe intangible, non négociable, le refus de la colonisation, l'autodétermination des peuples. Elle le fait pour la Palestine, elle le fera pour tous les autres peuples, où qu'ils se trouvent. Et ça dérange. Ça gêne. Et donc, il y a des puissances, aujourd'hui, qui sont là pour déstabiliser, donc pour essayer de créer, je dirais, des troubles. Mais ça ne fonctionne pas. Excusez-moi, ça ne fonctionne pas. Et nous ne devrions pas accorder d'importance à ces minorités qui sont négligeables, de mon point de vue. Je l'ai dit et je le redis fermement ce soir. Alors, le débat est vraiment très agréable avec vous. On ne voit pas le temps passer, fin de la première partie, mais on va encore parler de liberté d'expression en France juste après la pause, avec cette humoriste Blanche Gardin qui avait choisi son camp, le camp des justes, le camp de la cause palestinienne, et qui aujourd'hui voit sa carrière et même sa vie s'effondrer. On revient tout de suite après. Bienvenue sur Al24 News à tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette deuxième partie de Face à Zeribi. Alors Karim Zeribi, avant cette page publicitaire, Riyad parlait d'un sujet très important de ces artistes et ces comédiens qui se retrouvent aujourd'hui blacklistés, à l'image de la comédienne Blanche Gardin, qui a été confrontée aujourd'hui à une mise à l'écart professionnelle injuste après un sketch jugé sensible, je mettrai de gros guillemets au mot sensible. D'ailleurs, ce type de mécanisme a touché plusieurs autres artistes et même des députés qui ont osé toucher ou aborder certains sujets, notamment je citerai Dieudonné qui a parlé de la Palestine, il s'est vu lui aussi blacklisté, il n'a plus de sketch, il y a aussi Soral et il y a aussi des députés aujourd'hui qui se retrouvent poursuivis pour apologie au terrorisme. Non, mais c'est vrai qu'il y a une liberté d'expression à géométrie variable en France. C'est assez détestable. Encore une fois, je veux dire, ne pas être en adéquation avec les valeurs que prétend porter la France, c'est dérangeant. Quand vous avez quelqu'un comme Éric Zemmour qui est condamné pour injure raciale et attaque d'une religion, l'islam, et d'une communauté qui sont les musulmans, condamné par la justice, il est invité sur tous les plateaux français. Il est même en situation de se présenter aux élections présidentielles. Ça veut dire que ça ne rend pas inéligible, ça ne disqualifie pas d'être islamophobe, de pouvoir concourir à une élection.
Lorsque vous prenez parti pour le peuple palestinien, vous êtes tout de suite taxé d'islamiste, voire de proximité avec le Hamas, voire de soutenir le 7 octobre. Et je veux dire, on est dans un délire, hein, mais qui est grave, mais qui se généralise et qui tend à museler les voix en faveur de la justice, les voix en faveur du respect du droit international. Que dit Blanche Gardin? Blanche Gardin, en tant que, artiste, elle a une sensibilité. Elle a été touchée par l'éradication du peuple palestinien, par le génocide, par ces femmes, ces enfants, par milliers qui ont perdu la vie. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été sensible aux morts israéliennes du 7 octobre. Mais faut-il parler sans arrêt du 7 octobre en oubliant ce qui s'est passé derrière depuis 2 ans? Mais on peut tout à fait compatir à la mort de civils israéliens, comme beaucoup, l'immense majorité l'ont fait, mais tout de suite derrière, dire que la réponse disproportionnée, honteuse, messianique, criminelle, génocidaire, n'était pas acceptable. Et que cet État se comporte comme un groupe terroriste. On a le droit de le dire. Ça relève de la liberté d'exprimer, et ça relève aussi, de faits. C'est factuel quand on dit ça. On n'invente rien. On n'est pas dans une démarche, antisémite. Parce que là aussi, voilà l'anathème. Fameux qui est lancé à ceux qui critiquent Netanyahou, Ben-Gvir, Smotrich. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Des criminels critiquer des criminels relèverait de l'antisémitisme. Est-ce que cette inversion accusatoire n'a pas été inventée, cette accusation d'antisémitisme, elle n'est pas inventée pour museler toutes les paroles qui ne vont pas dans le sens du sionisme? Est-ce qu'en France, il y a une part de liberté et de démocratie qui part en fumée? Est-ce que vous vous rendez compte que Blanche Gardin n'a plus de contrat, ne travaille plus, et elle est obligée de quitter chez elle? Elle a parlé pour les Palestiniens, elle se retrouve sans un sou. Est-ce que vous vous rendez Blanche compte Gardin, ce qui lui arrive, c'est dramatique. Elle ne peut plus se produire en spectacle. Elle doit quitter son appartement. Donc ça veut dire qu'elle n'aura peut-être plus de quoi se loger. Elle n'a plus de rentrée financière en tant qu'artiste. Elle est boycottée de tous les médias français. Donc ça veut dire que quand vous n'avez plus accès aux médias, vous n'êtes plus visible. Quand vous n'êtes plus visible, vous n'avez plus d'audience. Quand vous n'avez plus d'audience, vous êtes en faillite. C'est la vie d'un artiste, c'est la vie, d'un acteur, d'un chanteur. Bon. Donc, en fait, c'est la mort professionnelle pour Blanche Gardin. Mais il n'y a pas que Blanche Gardin. Parce que Blanche Gardin, c'est, j'ai envie de dire, l'arbre qui ne doit pas cacher la forêt. Il y a toutes ces femmes et ces hommes qui, à un moment donné, se sont exprimés donc, dans des positions diverses et variées. Ça peut être dans une entreprise. Ça peut être, dans sur les réseaux. La société civile. Ça peut être sur les réseaux. Ça peut être un syndicaliste qui était dans une manifestation pro-palestinienne en arborant un drapeau palestinien. Convoqué, garde à vue. Donc, passage devant la justice. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. On parle de la France. Il y a une forme de diabolisation, de criminalisation donc, du soutien qui est fait aux Palestiniens. On criminalise la cause palestinienne. Donc on la criminalise de plusieurs manières. Donc on fait en sorte que vous puissiez être traité d'antisémite, donc c'est poursuivi l'antisémitisme, comme le racisme et l'islamophobie, ça n'est pas une opinion, c'est un délit. Donc on transforme en délit une opinion, pour le coup. Donc, parce qu'être pro-palestinien, ça n'est pas être antisémite. C'est faire part d'une opinion, d'une sensibilité, de valeurs que l'on a pour l'humain avant tout. Donc non, ça n'est pas accepté en France. Donc il faut éteindre, étouffer ces voix-là pour laisser une intelligentsia. Et quand je dis intelligentsia, le terme est trop flatteur pour eux. Ça n'est plus une élite. Vous êtes gentil. Je veux dire, ça n'est plus une élite. Donc ce sont des gens qui sont dans la propagande et qui servent un discours de propagande d'un gouvernement génocidaire. On devrait en démocratie avoir le droit quand même de critiquer un gouvernement génocidaire. Des ONG, les Nations Unies, la Cour pénale internationale. Que faut-il d'autre pour avoir le droit de critiquer Netanyahou et sa bande de criminels? Que faut-il d'autre? Non. Vous avez aujourd'hui Madame Albanese, qui était la rapporteuse des Nations Unies, qui se retrouve interdite d'ouvrir un compte bancaire, boycottée par toutes les banques mondiales, parce qu'elle a soutenu le peuple palestinien, parce qu'elle a dit l'horreur du génocide de l'éradication du peuple palestinien. Et aujourd'hui, elle est interdite de pouvoir exercer quelque profession que ce soit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a balayé et Dieudonné de toute la sphère politico-médiatique française, interdit de se produire un spectacle. Donc il y a des référés, il y a des préfets qui interviennent. Donc Dieudonné ne peut plus faire un seul spectacle.
Il est même arrivé à Dieudonné de me critiquer, alors que je ne le connais pas. C'est la liberté d'expression. Je ne le connais pas particulièrement, mais vous voyez que je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Dieudonné, il lui est arrivé de me critiquer, mais là je dis que Dieudonné, sa liberté d'expression, elle est bafouée. Elle est bafouée parce qu'à un moment donné, il a eu l'audace de faire un sketch sous le sceau de l'humour qui n'a pas fait rire certains. Sur un rabbin, je crois. Sur un rabbin. Et donc, il a été complètement évacué, éradiqué, et sorti de la sphère politico-médiatique et même de la sphère artistique. Il a été ce qui peut accusé plus se produire. d'antisémitisme aujourd'hui. Et quand je vous parlais de Zemmour tout à l'heure, Zemmour condamné par la justice, il peut se présenter à la présidentielle. Non, mais on marche sur la tête. Quand on nous parle de laïcité, encore une fois, vous voyez, on fait Hanouka à l'Élysée. Hanouka, c'est une fête juive, pour ceux qui ne le savent pas. Et encore une fois, profond respect pour le judaïsme, profond respect pour les catholiques, profond respect pour toutes les religions. Sinon, on n'est pas un bon musulman. Si on ne respecte pas, d'ailleurs, l'islam reconnaît toutes les religions du livre et respecte tous les croyants. Mais là, encore une fois, on ne peut pas dire aux musulmans que vous faites des entorses à la laïcité et faire Hanouka à l'Élysée, ou faire Hanouka dans les mairies, ou mettre des crèches dans les mairies. Et encore une fois, je le dis et je le répète, les crèches ne me dérangent aucunement. Donc Hanouka à l'Élysée, c'est beaucoup plus discutable, pardonnez-moi, parce que je considère effectivement que là, il faut quand même à un moment donné une forme de neutralité de l'État. Au sommet de l'État, on ne peut pas faire Hanouka à l'Élysée. Je pense que quand même nos amis compatriotes juifs en France, certains sont critiques et estiment qu'on est allé trop loin. Comme énormément de juifs donnent de la voix pour condamner la politique génocidaire de Netanyahou. On ne va pas les traiter d'antisémites, ceux-là. On ne va pas non plus leur interdire de manifester ou d'exister, ceux-là. Donc ça veut dire qu'on essaie aujourd'hui de faire un tri dans ce qui nous plaît ou dans ce qui ne nous plaît pas, en termes de sortie en France, de sortie politico-médiatique. Et quand vous ne plaisez pas, quand vous avez une parole trop libre, trop favorable, encore une fois, au droit international, trop favorable au respect de la vie humaine, vous êtes banni des médias. Vous êtes rayé de la carte. Vous n'existez plus. Et je veux dire, on a droit à la propagande, qui est insupportable. Et je ne suis pas le seul à le dire. D'ailleurs, Karim Zeribi, ces débats nous conduisent naturellement à interroger les notions utilisées pour penser l'identité européenne à ses rapports avec l'islam, en particulier le concept de civilisation judéo-chrétienne, une expression, Karim Zeribi, qui est de plus en plus utilisée dans les discours politiques et médiatiques pour définir l'identité européenne et la distinguer de l'islam. Quelle est, selon vous, la pertinence historique et politique de ce concept et quels sont les risques lorsqu'on l'érige en grille d'analyse dominante? Il faut d'abord relever, je dirais, l'instrumentalisation derrière le terme civilisation judéo-chrétienne. Il faut le relever parce que des historiens de renom, français, européens, américains, l'ont révélé eux-mêmes. Il n'y a pas de civilisation judéo-chrétienne. C'est un terme qui est très contemporain, qui est utilisé dans la vie politique, notamment française, européenne, mais française notamment. Est-ce que c'est une invention? C'est une invention totale. C'est une invention totale, c'est une usurpation de l'histoire. J'appelle ça du révisionnisme. Du révisionnisme pour servir une cause qui est une cause identitaire. Identitaro-française, européenne, contre effectivement l'islam et les musulmans. C'est la thèse de Samuel Huntington qui je dirais, entérine l'idée d'un choc des civilisations, d'une guerre des civilisations, entre une civilisation judéo-chrétienne et une civilisation islamique musulmane. Tout ça relève du fantasme total. Et je m'en tiens quand même à des historiens de renom, donc Jacques Le Goff en France, qui est un historien de renom, qui dit que l'Europe chrétienne s'est construite durant toute son histoire contre les Juifs et le judaïsme, non pas avec. Je m'en tiens aux travaux de Mark Cohen, donc historien de renom à Princeton, donc aux États-Unis, qui dit, lui, les Juifs, au cours de l'histoire de l'humanité, ont été protégés par la civilisation islamique et musulmane. Et mis, je dirais, en difficulté, opprimés, chassés par la civilisation chrétienne. Donc, dire qu'il y a une civilisation chrétienne, oui. Dire qu'il y a une civilisation juive, oui. Dire qu'il y a une civilisation islamique, oui. Il y a trois civilisations qui se sont rencontrées, entrecoupées, parfois confrontées, croisées au cours de l'histoire de l'humanité.
Mais il n'y a pas de, je dirais, de lien, il n'y a pas d'histoire commune donc judéo-chrétienne. Il n'y a pas de construction judéo-chrétienne. Donc tout cela relève du fantasme. Mais pourquoi ça relève du fantasme? Il y a une culpabilité européenne. Il y a une volonté de réhabilitation. Tout cela se situe après la Deuxième Guerre mondiale, après la Shoah. Quand vous avez l'Europe qui éradique donc les Juifs d'Europe, qui les chasse, qui de manière industrielle les extermine. Au mieux, elle a fermé les yeux. Elle n'a pas fermé les yeux, ils ont été complices, pardonnez-moi. Je veux dire, le nazisme, à un moment donné, a trouvé donc, des complicités. En France, c'était Pétain. Je veux dire, donc, on avait une France de la collaboration. Ce n'était pas la France de la résistance à cette époque-là. La France pétainiste était pro-nazie. Mais elle était pro-nazie. Elle faisait la chasse aux Juifs. Donc, elle allait chercher les Juifs avec la police française, donc, pétainiste, pour les remettre donc, aux nazis. Et les mettre dans les trains donc, qui allaient les amener dans Auschwitz et les camps vers l'extermination. C'est ça la réalité de l'Europe. Et en partie la réalité de la France. Donc, il faut le dire. Mais encore une fois, je veux dire, c'est pas en niant l'histoire qu'on va réécrire de belles pages. Hein. Et vous avez cette Europe qui s'est construite contre les Juifs, contre le judaïsme. Il y a eu des pogroms régulièrement dans l'histoire de l'Europe. Et qu'on parle de l'Europe médiévale, ou qu'on parle d'une Europe beaucoup plus contemporaine du 19e ou du 20e siècle, donc c'est la réalité de l'Europe. Donc pourquoi le nier? Et quand vous avez effectivement les Juifs en minorité dans une société musulmane, en domination musulmane, vous avez donc, un respect du judaïsme. Alors, je ne dis pas qu'ils étaient traités à égalité, je dis simplement qu'ils n'étaient pas opprimés, ils n'étaient pas chassés, ils n'étaient pas tués, ils n'étaient pas exterminés. Donc, il y avait donc la dîme qui devait être payée, donc l'impôt qui devait être payé, notamment, on parle de l'Europe andalouse, de l'Espagne andalouse, donc quand il y avait une suprématie islamique et musulmane, mais les Juifs donc, étaient quelque part sous protection, n'étaient pas opprimés. Le défunt Roger Hanin avait dit « Nous étions en sécurité en Algérie à un moment où, évident. En Europe, les Juifs d'Europe vivaient un pogrom en Algérie, ils étaient protégés. » Mais lorsque l'islam n'était plus en domination donc dans cette Espagne andalouse, et que les catholiques, les chrétiens ont repris le dessus, les Juifs ont été chassés. Les Juifs ont été chassés. Ils ont été chassés, ils sont partis où? Au Maghreb. On appelle les séfarades, donc les Juifs du Maroc, d'Algérie, de Tunisie. Ils ont trouvé une terre accueillante. Ils ont pu s'installer, donc cohabiter, coexister. Et je vais vous dire, la réalité, c'est que vous avez aujourd'hui des rabbins, philosophes, qui le disent et qui disent nous avons plus de proximité avec les musulmans que nous en avons avec les catholiques et les chrétiens. Parce qu'il y a toujours une confrontation entre le judaïsme et la chrétienté. Donc, et l'islam est la dernière religion qui reconnaît donc, les précédentes et qui n'est pas en lutte et en guerre contre celle-ci. La réalité, elle est là, ça dérange. Ça dérange parce que comme on veut essayer de diaboliser l'islam, les musulmans, et donc d'expliquer que c'est le corps étranger en Europe, le corps étranger en France, qu'il y a une compatibilité culturelle, on essaie d'inventer une civilisation judéo-chrétienne. Mais même dans la religion, si on faisait un travail un peu de théologie, donc on aurait plus de proximité entre le judaïsme et l'islam qu'il n'y en a entre le judaïsme et la chrétienté. Beaucoup plus de proximité. Vous avez l'équivalent de la charia, donc halakha, pour les juifs, qui sont des règles de vie en société. Vous avez donc, le refus de manger du porc. Vous avez donc, des fêtes qui peuvent, à un moment donné, avoir une forme de proximité. Donc, vous avez plus de proximité entre ces deux religions qu'il y en a entre le judaïsme et la chrétienté. Donc, on essaie d'inventer, donc, de refaire l'histoire pour essayer de cimenter une forme de coalition entre les juifs et les chrétiens d'Europe contre les musulmans.
Les musulmans qui seraient, encore une fois, le corps étranger qui mettrait en danger la culture européenne. Donc, tout ça relève je dirais, du mensonge. Il y a des intellectuels qui le disent, des intellectuels juifs, des intellectuels européens. Donc, il faut cesser d'instrumentaliser les esprits à des fins de division. Malheureusement, c'est ce qui est fait très régulièrement en France par des voix qui prétendent incarner, porter, raconter l'histoire, mais qui en réalité font du révisionnisme. Très bien, pour clôturer ce sujet, Karim Zeribi, peut-on imaginer peut-être aujourd'hui un cadre européen valorisant la diversité et la coexistence des cultures sans opposition binaire? Mais ce cadre existe, il faut simplement l'appliquer. En France, ça s'appelle la laïcité. Vous savez, la laïcité, elle est là pour protéger les croyants et les non-croyants. De la même manière. La laïcité, elle est là pour préserver la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire, la liberté de culte, la liberté de pratiquer sa religion sans prosélytisme, donc sans vouloir imposer quoi que ce soit à autrui. La laïcité, c'est une chance pour toutes les religions et pour les non-croyants. Et aujourd'hui, la France, j'ai envie de dire, est en train de travestir ces principes-là. Et en les travestissant, donc elle met en danger la cohésion nationale. Parce qu'elle pointe une partie des Français, les musulmans. Et elle les pointe de manière incessante, répétée, permanente. Et c'est insupportable. Parce que ces Français-là n'acceptent pas d'être essentialisés et stigmatisés. Et ils ont raison de ne pas l'accepter. Et la réalité, c'est qu'il y a, parmi la communauté nationale française, des Français qui ne sont pas croyants et qui sont solidaires des musulmans, en disant « stop, arrêtez avec l'islam et les musulmans. Arrêtez de les pointer du doigt tels les ennemis de la République, tels les intrus de nos valeurs et de nos principes. » Donc oui, il y a un cadre aujourd'hui qui permet la coexistence. En France avec la laïcité et au-delà avec le respect de croyances et du culte de chacune et de chacun. À partir du moment où vous commencez à être dans la discrimination, à être dans l'essentialisation, à être dans une forme d'amalgame nauséabond, islamiste, terroriste, vous créez effectivement une confrontation qui ne servira pas ni la France ni le continent européen. Parce que les musulmans qui sont installés en Europe, et en France en particulier, ne quitteront pas ni la France ni l'Europe. Ils représentent même l'avenir de ce continent. Je vous le dis très clairement, ils représentent l'avenir de ce continent. L'avenir de ce continent parce qu'ils sont partie prenante de son développement économique, social, culturel, de sa dynamique. Et on ne peut pas les isoler, les enfermer et les stigmatiser de manière permanente. Il y aura même l'émergence, un peu comme à Londres, d'élus, d'élites politiques qui seront aussi de confession musulmane. Ça tarde en France parce qu'on est en train, avec le plafond de verre, d'éviter cette émergence-là. Donc, on le sent, hein, tous les partis politiques, aucun ne met en avant une femme ou un homme qui aurait du charisme, des idées et une capacité à être élu de la République. Ça les dérange, qu'à cela ne tienne. Il y a une génération qui arrive, cette génération, elle portera les valeurs de la République et les principes de laïcité, tout en, je dirais, n'ayant aucun complexe sur le plan identitaire. Alors, on arrive à la fin, on va apaiser un petit peu le débat. Ici, à Al24 News, contrairement à certains médias ailleurs, on est une chaîne algérienne, un pays musulman, mais qui est un pays qui appelle à la paix entre toutes les communautés, toutes les religions. Donc, on va apaiser le débat avec ce fait marquant, en tout cas, que nous avons voulu relever. Avec Samira, ça s'est passé en Australie, un vrai geste de courage, de paix et d'amour, quel que soit d'où qu'on vient ou la croyance qu'on a, un geste de bravoure, c'est-à-dire aller vouer sa vie, mettre sa vie en danger pour aller sauver des inconnus qui ne nous ressemblent pas forcément. On revient après ça. Alors, Karim Zeribi, pour conclure cette édition, comme l'avait dit Riyad juste avant ce jingle, nous allons conclure cette émission sur une note positive concernant cet acte concret qui dépasse aujourd'hui tous les concepts et les discours. Un musulman en Australie qui a sauvé des vies lors d'une attaque contre une communauté juive. Courage et humanité transcendent ici les stéréotypes et rappellent l'importance de connaître ces actions positives. Karim, ce geste héroïque peut-il contribuer à changer l'image de l'Occident ou que l'Occident se fait aujourd'hui des musulmans et encourager une lecture plus juste des communautés? C'est important que vous souleviez cet acte
héroïque en Australie parce que cela démontre qu'il ne faut pas essentialiser aucune population. Il faut traiter les individus pour ce qu'ils sont. Et dans toute communauté, quelle qu'elle soit, religieuse, ethnique, vous avez des bons et des mauvais. Donc, et vous avez des gens valeureux, courageux, donc dignes, et qui relèvent parfois d'actes d'une grandeur humaine inouïe. C'est le cas en Australie. C'est le cas en Australie et ça devrait rappeler aux islamophobes qu'un musulman, il est, je dirais, en capacité de donner sa vie, de mettre sa vie au service d'un non-musulman, donc dans un contexte des plus graves et des plus dramatiques. Et ce n'est pas un acte isolé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais comme dans l'inconscient collectif, on ne veut pas faire du musulman un héros, on ne veut pas faire du musulman une bonne personne, on ne veut pas faire du musulman une personne, je dirais, généreuse, respectueuse, solidaire. On veut, j'allais dire, stigmatiser cette religion comme une religion qui serait porteuse d'extrémisme, de fanatisme, donc de violence. Or, c'est ultra minoritaire, ces dérives-là. Et les premières victimes de ces déviances, ce sont les musulmans dans le monde. On ne le dira jamais assez. Et l'immense majorité des musulmans, près de 2 milliards de personnes aujourd'hui sur la planète, donc vivent en toute tranquillité, sérénité, de manière pacifiée, donc respectueux des uns et des autres. Donc, et j'ai envie de reprendre, puisque vous citez donc cet Australien, des cas beaucoup plus proches de nous. Fouseynou Cissé, en juillet 2023 à Paris, dans le 18e arrondissement, il sauve 2 enfants piégés par un incendie, en passant par une corniche au péril de sa vie. Son statut à M. Cissé, sans papier au moment des faits. On aime parler des OQTF, on aime parler des gens sans papier lorsqu'ils commettent des actes graves, donc délictueux. Ils doivent être sanctionnés, cela à l'évidence. Mais quand on a Fouseynou Cissé qui sauve des enfants piégés par un incendie, donc quand on a Mamadou Goussama en 2018 qui escalade 4 étages en main nue pour sauver un enfant suspendu dans le vide à Paris, son statut sans papier, un migrant sans papier. S'est-il posé la question en voyant cet enfant suspendu de sa vie à lui? Il est monté, il a escaladé, il a sauvé l'enfant. Donc, Lassana Bathily, musulman, au moment de l'acte terroriste dans l'Hypercacher. Vous vous souvenez, l'Hypercacher, magasin juif. Qu'est-ce qu'il fait? Il sauve des vies. Il met des juifs dans une chambre froide, donc il coupe les systèmes. Il a cette forme de capacité, cet immigré musulman français, cet immigré musulman en France, pardon, donc lors de l'attentat d'Hypercacher en janvier 2015. Ces cas-là, ce ne sont pas des cas isolés. Alors oui, ces actes-là sont des actes héroïques, mais des actes de solidarité au quotidien entre des musulmans, des non-musulmans, entre des musulmans, des juifs, des musulmans, des chrétiens, des musulmans, des athées. Ils sont courants en réalité. Mais les médias ne veulent pas en parler. La sphère politico-médiatique veut les invisibiliser. Ces gens-là n'existent pas. Comme dirait l'expression, il ne faut parler que des trains qui arrivent en retard. Les trains qui arrivent à l'heure, ça n'intéresse personne. Or, l'immense majorité de la communauté musulmane vit donc, avec, je dirais, son environnement et vit bien de manière pacifiée et serviable. Vous avez des jeunes remarquables dans certains quartiers qu'on qualifie de sensibles, où on parle que de narcotrafiquants. Oui, il y a des narcotrafiquants, mais il y a une immense majorité de jeunesse dans les banlieues africaines, maghrébines, de confession musulmane pour la majorité d'entre eux, qui sont remarquables, respectueux, des personnes âgées qui veulent trouver leur place. À quel moment on va parler de cela? On attend qu'il y ait un acte de ce type ou on est capable d'en faire aussi des éléments d'actualité? Non. Je vous réponds très clairement à votre question, il n'y a pas de volonté aujourd'hui à faire du musulman un héros dans la société occidentale, européenne et française en particulier. Il n'y a pas cette volonté. Je le regrette parce qu'on devrait avoir des exemples, je dirais de toute origine et appartenant à toute confession religieuse, de gens honnêtes, courageux, rayonnants, donc, qui sont au service de l'humanité. Il y en a dans toutes les religions, de toutes les origines. Pourquoi on essaie d'invisibiliser les musulmans, les Africains, les Maghrébins, lorsque ces derniers portent des actes héroïques? C'est dommageable,
ça ne fait pas du mal simplement à cette communauté, ça fait du mal à l'ensemble de la communauté nationale française. La vérité finit toujours de toute façon par éclater. Et la vérité, en tout cas, elle est dite ici, dans le plateau de Face à Zeribi. Ça ne plaît pas à tout le monde ce que nous faisons dans cette émission. Mais peu importe, parce que je pense que nous représentons aussi un contrepoids nécessaire donc, à des mensonges, donc, à des fake news et à des, je dirais, récits qui sont controversés, mensongers. Et jamais contredit. Et nous Jusqu'à essayons, maintenant. nous essayons, chers amis, et je pense que ceux qui nous écoutent le ressentent, donc, de fédérer, de rassembler, de fraterniser avec des gens d'origine, d'horizon, de culture, de religions différentes. C'est notre objectif à travers cette émission Face à Zeribi. Parce que c'est notre identité. En tout cas, c'est mon identité. Donc, et c'est ma vision de la société et des sociétés. Voilà, avec ces jolis mots, on arrive à la fin de cette émission. Tout à fait. L'avant-dernière de l'année, il en restera encore une. On pourra émettre nos vœux la semaine prochaine. Il faudra réfléchir et noter ça. Vous nous le direz la semaine prochaine. On sera en pleine canne. En plein canne, à on parle fait, à foot. oui. Hein. Il a envie de parler football, Karim Zeribi. C'est vrai que c'est un grand événement qui commence demain. Demain, dimanche, coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie, on l'espère, qui ira très loin dans la compétition. On l'espère, Riyad. Karim, merci pour vos analyses et décryptages, toujours avec autant d'exigences et de franchise. Et merci à toi aussi, Riyad. Merci. Merci à tous les deux. Merci. Bonsoir. Alors, chers téléspectateurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi prochain avec beaucoup de surprises, comme vient de le dire Karim et Riyad. Bonne soirée.